Merci tout d'abord à tous d'être là. Ce matin, nous allons évoquer les audits, les due diligence, les VDD, euh, préalables aux opérations capitalistiques. Alors, on- il y a d'autres moments où on peut réaliser de telles opérations d'audit, de due diligence, à chaque fois qu'on doit vérifier des choses. Donc on peut le faire, euh, certains vont le faire chaque année, certains vont le faire de façon trimestrielle, certains vont le faire parce qu'il y a un événement qui arrive. Ça peut être pour les impôts, pour une demande de la part d'un actionnaire, d'un dirigeant, pour vérifier certaines choses. Euh, c- c'est assez fréquent dans les entreprises, mais personnellement, je suis conseil en fusion-acquisition, valorisation, OBO, LBO, des entreprises, des PME et des ETI. Et donc, c'est tout naturel, c'est important de prévoir des audits, prévoir les due diligence lors des opérations capitalistiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un audit? Un audit permet d'analyser une situation par un expert spécialisé dans le domaine pour vérifier dans l'entreprise si tout est conforme à ce qui était prévu. Donc, on va distinguer un diagnostic, une analyse qui peut être fait par n'importe qui peut être fait par un cabinet de conseil en fusion-acquisition, par un cabinet de conseil en organisation, par un stagiaire, un analyste ou n'importe qui, on va le distinguer des audits. C'est quoi la différence? Ben, un diagnostic, une analyse va être généralement beaucoup plus légère, informelle, euh, euh, et puis plus générale. Ça peut être fait à 360 degrés. Une analyse, un diagnostic, on va pouvoir analyser des sujets très variés, comme les ressources humaines, les finances, la technologie, ou encore on va pouvoir y mettre une analyse ESG, écologique, sociale, de gouvernance, alors que l'audit va être fait de façon beaucoup plus précise, méticuleuse, par un spécialiste du secteur, par un auditeur, par quelqu'un euh, reconnu dans la profession. Donc, généralement, il y a deux types d'auditeurs. Il va y avoir un, l'auditeur comptable et financier, qui est donc un expert comptable, un commissaire aux comptes, dans la plupart des cas, ou pas. Alors là, pour le coup, c'est vrai que ce n'est pas une obligation. Il y a aussi des cabinets d'audit qui sont spécialisés dans les audits comptables et financiers, mais dans lesquels il y a pas d'expert comptable, pas de commission en compte. Donc, c'est pas du tout un métier qui est réglementé, mais ça va être fait par des spécialistes du domaine. Et puis, le- la deuxième thématique, ce sont généralement les audits juridiques et donc qui sont liés à l'audit des contrats, l'audit social, l'audit fiscal. Donc, audit juridique, social et fiscal. Donc, deux types d'audit. Les audits juridiques, sociaux et fiscaux sont généralement faits par des avocats, et si possible, trois avocats ou trois équipes distinctes d'avocats, une équipe pour l'audit juridique, une équipe pour l'audit social, une équipe pour l'audit fiscal. Donc, ce sont les deux grandes thématiques d'audit, donc cinq audits, audit comptable, audit financier, audit juridique, audit social et audit fiscal, qui sont quasi systématiques, obligatoires pour toute opération capitalistique. Une opération capitalistique, c'est un gros enjeu. On va vendre tout ou partie de la société, parfois minoritaire, parfois majoritaire ou la totalité. Et donc, c'est important de vérifier les choses. Auparavant, il y a eu peut-être un diagnostic, une analyse, des visites de sites, des questions, des échanges avec le dirigeant, avec les actionnaires, avec les salariés. Mais là, quand on rentre en phase d'audit, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus structuré. Donc, dans l'ordre, on va avoir une analyse, une négociation, une lettre d'intention qui va être proposée et donc peut-être signée. Quand on organise l'appel d'offres compétitif, on a généralement plusieurs lettres d'intention, plusieurs lettres d'offres indicatives et donc qui vont être négociées et généralement les acheteurs vont demander une exclusivité
Parfois, ils vont la demander, mais on peut aussi, en tant que conseil du vendeur, ne pas l'accepter. Donc, on peut avoir une demande d'exclusivité et on peut l'accepter ou non. Parfois, on va faire entrer dans le processus d'audit plusieurs candidats et on va leur dire, débrouillez-vous, vous avez les documents, vous avez les informations, vous avez accès à l'expert comptable, aux dirigeants d'entreprise et faites vos audits, levez les conditions suspensives des audits. Et si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Vous avez un ou deux autres acheteurs qui sont au même moment que vous en train de faire les audits. Et on ne veut pas vous donner une exclusivité parce que si vous êtes tout seul, vous risquez de nous faire perdre un mois, 2 mois, 3 mois. Et derrière, si vous ne levez pas les conditions suspensives d'audit ou de financement, eh bien, on aura des difficultés à revenir en arrière et à aller voir les autres acheteurs qui pourtant étaient très sérieux. Donc, généralement, les acheteurs vont dire non, je ne veux pas faire les audits parce que je ne veux pas engager de risque de payer des auditeurs pour rien, parce que je ne suis pas en exclusivité. Et le vendeur va dire oui, mais moi, je ne veux pas m'enfermer avec un seul acheteur. Faites vos audits, débrouillez-vous. En gros, pour les petites opérations, en général, il y a une exclusivité, mais il faut bien l'encadrer sur une toute courte période, par exemple de quelques semaines, en disant, voilà, vous avez tous les documents, vous avez quelques semaines pour faire les audits et lever les conditions suspensives de audit et financement et de rédaction de documentation juridique. Dans les grosses opérations, en général, on va dire à partir de 50 ou 100 millions d'euros de valorisation, eh bien, on va avoir la possibilité de mettre en concurrence plusieurs auditeurs en même temps. Alors, l'inconvénient pour le vendeur d'avoir plusieurs audits en parallèle et plusieurs acheteurs, on a vu l'avantage, c'est de ne pas être enfermé avec un seul acheteur. Les inconvénients, c'est d'avoir deux, trois fois plus de questions de la part de deux, trois fois plus d'auditeurs. Et deuxième inconvénient, c'est de divulguer des informations confidentielles à plusieurs acheteurs en même temps. C'est très risqué. Bon, ça se gère, engagement de confidentialité, etc. Donc, on a dit, il y a ensuite donc deux types d'audits, comptable et financier et juridique, social et fiscal. Donc comptable, bah, c'est tous les éléments comptables, évidemment. On va vérifier les comptes, on va vérifier que les factures sont réelles, les charges également, que les clients ont bien payé, que la trésorerie existe, qu'il n'y a pas de problème avec les différents actifs. On va donc tout vérifier dans la comptabilité. Exemple, j'ai fait une opération il y a 3 ans dans lequel le chiffre d'affaires était bien là sur le bilan qui avait été validé par l'expert comptable. Et pourtant, on était sur une start-up qui avait dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires, sauf que les clients ne payaient pas. Et donc, en fait, le bilan était faux. Donc, l'audit comptable a permis d'identifier que les factures n'étaient pas réelles. Alors, ça veut dire quoi, une facture pas réelle? Ça veut dire que c'est une start-up qui avait développé un logiciel et qu'il avait vendu. Sauf que après la livraison de l'outil, il n'était pas utilisé par les clients, il ne fonctionnait pas, et donc il y avait seulement 10% des clients qui avaient payé les factures. Donc l'audit a permis d'identifier que les factures n'étaient pas payées, et donc que le bilan comptable, pourtant validé par l'expert comptable, ne correspondait pas à une réalité économique, et que même s'il y avait eu des factures, elles n'étaient pas réelles. Et donc ça, c'est pas, ça, c'est bien l'audit comptable qui a pu l'identifier. Deuxième audit, on a dit l'audit financier. Donc l'audit financier, on va vérifier le business plan, le budget, la rentabilité, la marge, le sérieux du budget de l'année en cours et du business plan des années prochaines. Vous imaginez bien l'importance de ce travail. Ensuite, on passe à l'audit juridique. On va vérifier tous les contrats, à commencer par les contrats de travail, les contrats fournisseurs, les contrats clients, les différentes homologations, les, tous les contrats, tous les aspects de la vie de l'entreprise. Ensuite, il y a l'audit social. Alors, on a dit qu'on a déjà vérifié les contrats salariés, mais là, on va rentrer dans le détail. Des heures travaillées, des heures pas payées, des heures sup, des CDD, des CDI, l'âge des salariés, de leurs compétences, de leur expérience, du taux de churn, des recrutements en cours, tous les risques et toutes les capacités des salariés.
Et enfin, on a dit qu'il y avait un cinquième audit, c'est l'audit fiscal. Est-ce que les impôts ont bien été payés? Est-ce qu'il y a des risques de redressement fiscaux? Est-ce qu'il y a des risques liés à des abus de droit, à des charges fonctionnées par le chef d'entreprise ou d'autres personnes qui ne sont pas liées à l'activité économique d'entreprise, donc des abus de biens sociaux, etc. Donc on est sur l'audit fiscal et c'est évidemment un audit important également. Très important que ces 5 audits soient faits par des personnes différentes en général. Il y a besoin d'au moins 5 personnes, parfois même 5 équipes, pour faire ces 5 audits. Dans certains cas, eh bien, une personne seulement va faire l'audit, ou 2 personnes, peut-être parfois un expert comptable pour le comptable et finance et un avocat pour le juridique, social et fiscal, mais en général, ils sont moins 3, 4 ou 5. Une fois qu'on a fait ces audits, est-ce qu'il y a d'autres audits à faire? Alors, oui, dans certains cas, on va rajouter d'autres audits. Quel audit supplémentaire va être euh, envisagé en général? Premièrement, l'audit commercial. Alors, bah oui, l'audit commercial. Comment la société fonctionne? Est-ce que on a un pipe commercial de qualité? Est-ce que les clients viennent tout seuls? Est-ce qu'il faut aller les chercher? Est-ce que la cession d'entreprise va casser la dynamique commerciale? Ah, toutes ces questions sont importantes. Qui va s'occuper de cet audit commercial? Généralement, l'acheteur lui-même. Donc, si c'est un fonds d'investissement, si c'est une entreprise, ben, généralement, c'est le directeur du fonds d'investissement de l'entreprise ou le directeur général ou le commercial qui vont faire cet audit, ou ils peuvent être plusieurs. Évidemment, à cet audit commercial va être ajouté le commissaire aux comptes qui a fait les audits financiers comptables et les avocats parce que tout est lié. Est-ce qu'on a fini? Non. En général, on a d'autres audits qui vont être proposés. Quels audits? Eh bien, ça va dépendre de la société. On a parlé tout à l'heure d'un auditeur de logiciel. Eh bien, on va faire un audit technologique, technique, parfois complexe, sophistiqué, parfois même plus important que les 6 audits précédents. On va avoir donc des ingénieurs, des informaticiens qui sont spécialisés dans les audits de technologie, du logiciel, de l'hébergement, de l'organisation digitale de l'entreprise, de son cloud, de son intranet, de son site internet, de tous les éléments qui sont importants, essentiels, pour vérifier que ça va continuer à fonctionner après l'opération capitalistique. Parfois, c'est compliqué. Si on parle du code du logiciel, eh bien, le vendeur ne va pas vouloir ouvrir son code logiciel et donc il va falloir trouver un moyen que le vendeur accepte de donner des informations sans que ça soit trop risqué vis-à-vis de l'opération capitalistique en cours, mais qui n'a pas encore eu lieu. On a ensuite de plus en plus des audits au niveau écologique. Et donc, on va avoir des audits sur la consommation d'énergie, d'électricité, la consommation de papier, les allers-retours des camions, les déplacements des salariés, etc. Dans les audits ESG, on a dit social. On a déjà fait l'audit social. Oui, mais là, on va peut-être ajouter un audit du bien-être au travail, des conditions de travail. C'est pas nécessairement un risque de prud'homme, c'est pas nécessairement un risque de redressement de charges sociales, mais euh, il faut du happiness, du healthy au travail de plus en plus. Et suivant les secteurs, c'est plus ou moins important. La gouvernance également fera partie des audits et beaucoup d'autres sujets liés à l'impact. Est-ce que l'entreprise est une entreprise à impact? Est-ce qu'elle respecte l'environnement? Est-ce qu'elle a tout mis en place pour économiser l'énergie? Est-ce qu'elle est en cours de transformation pour s'améliorer sur les différents sujets? On a donc ensuite, donc on a parlé des audits RSE. On va avoir d'autres types d'audits suivant les secteurs d'activité. Eh bien, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un audit juridique. Dans certains cas, on va mettre l'accent sur la vérification qu'on est bien propriétaire des marques à l'INPI, des marques des sites Internet. Est-ce qu'il n'y a pas eu de bugs technologiques sur les systèmes d'information, sur le site Internet, sur les commandes? Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que les dernières semaines se sont bien positionnées? On a dit que dans l'audit comptable,
et financier, on a audité les bilans, le budget, mais on va aussi auditer le stock. Est-ce que le stock existe? Est-ce que la trésorerie existe? Est-ce que le compte client est conforme à ce qui est écrit? Est-ce que la trésorerie et le compte client augmentent bien sur les dernières semaines? Est-ce que les ventes ont été livrées? Est-ce que les factures ont été payées? Est-ce que le BFR n'a pas trop évolué? Donc, on a une batterie évidemment de questions à tous les niveaux, à tous les sujets. Alors, on a parlé de l'audit et donc des due diligence. Donc, due diligence étant le terme anglais pour les audits d'acquisition, audit, à ne pas confondre avec l'auditeur comptable, le commissaire aux comptes qui va faire son audit chaque année. Donc, parfois, il y a des confusions. Donc, on va avoir le commissaire aux comptes qui va faire son audit chaque année et il y a l'audit d'acquisition de l'entreprise qui a lieu lors d'une opération capitalistique. Donc, les équipes qui vont faire ces audits d'acquisition ou cette due diligence, ce sont des équipes de TS, Transaction Services. Donc, ce sont des équipes de fusion-acquisition au sein de cabinets spécialisés. Alors, il y a des cabinets comme Excelmans qui ne fait que des audits d'acquisition. Donc, ils sont basés à Paris 8e. Et il y en a d'autres, ils sont même très, très dynamiques, même plus dynamiques que les Big Four, EY, KPMG, Deloitte. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a des auditeurs qui vont être spécialisés pour des petites opérations, pour les grosses opérations. Il faut prévoir un budget entre 10 000 et 200 000 euros pour l'audit comptable et financier, 10 000 à 200 000 euros pour l'audit juridique, social et fiscal. Et il va falloir ajouter, lors de l'opération capitalistique, encore 10 000 à 200 000 euros pour la rédaction des contrats de cession de titres, contrats pacte d'actionnaires, garantie d'actifs et de passifs, management package, contrat de financement. Et ça, je vous parle sur une société ou un petit groupe de sociétés. C'est une TPE, une PME, une petite ETI. Évidemment, si on a plus de sociétés ou une grosse ETI, le budget de 200 000 plus 200 000 plus 200 000 va être vraiment, bien sûr, explosé à la hausse. 10 000 plus 10 000 plus 10 000, ça fait 30 000 euros pour l'audit comptable et financier, l'audit social, fiscal et juridique et la rédaction ou la relecture de la documentation juridique. C'est vraiment un minimum, 10 plus 10 plus 10, 30 000. Généralement, pour une petite PME, 20 000, 50 000 pour chacun, ça veut dire 60 à 150 000 au total, c'est généralement constaté. Et pour des sociétés un peu plus grosses ou des groupes d'entreprises, 200 000, 200 000, 200 000, ça paraît beaucoup, mais c'est souvent nécessaire. Et j'ai pas parlé des audits techniques, digitaux, environnementaux, pollution, immobilier. Il y a des audits à tous les étages, à tous les niveaux, qui peuvent être envisagés plus ou moins complexes en fonction de l'entreprise. L'audit commercial, j'ai dit que c'était l'acheteur qui le faisait, mais si on fait appel à un cabinet de conseil en stratégie, un cabinet de conseil en organisation, eh bien, il y a l'audit du marché, l'audit de la concurrence, l'audit de la stratégie de l'entreprise ou des entrants potentiels. On peut faire appel à T-Carnet, BCG ou d'autres cabinets de conseil en stratégie. Donc, on peut évidemment compléter ces travaux par d'autres personnes ou le faire faire par les mêmes équipes. Parfois, elles sont capables. Alors ça, c'est les audits, c'est le travail fait par l'acheteur ou l'investisseur. Mais on a également parlé au début de la VDD, Vendor Due Diligence. Qu'est-ce que la VDD, la Vendor Due Diligence? Comme son indique, c'est le vendor, qui fait la due diligence, les audits. Donc c'est l'audit qui est fait par le vendeur lui-même avant l'opération. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on ferait une vendeur due diligence? Tout simplement parce que déjà, le vendeur lui-même veut savoir qu'est-ce qu'il vend. Parfois, le vendeur, le dirigeant lui-même, ne connaît pas très bien sa société. Il la pratique au quotidien, il ne connaît pas très bien ses défauts, ses faiblesses, ses forces. Et donc, cet audit préalable est très utile déjà pour que le vendeur lui-même connaisse mieux son entreprise. Deuxième avantage, deuxième intérêt, c'est par souci de confidentialité et d'efficacité vis-à-vis des acheteurs. L'acheteur va dire, j'ai besoin d'avoir tel et tel et tel document. Le vendeur va dire, oui, tu les auras durant l'audit, après l'exclusivité. L'acheteur va dire, oui, mais pour faire une offre, j'ai besoin d'avoir ces éléments. Donc, parfois, on tourne en rond. Donc, cet audit préalable
permet de communiquer des informations aux acheteurs, qui plus est avant l'établissement de la lettre d'intention, pour l'aider à faire une offre et pour l'aider à mieux connaître la société avant de perdre du temps et de mal positionner son offre d'acquisition. En fonction du résultat de la vendeur de diligence, il va pouvoir parfois faire une offre bien plus élevée et généralement, plus on a des informations, plus les offres sont élevées parce que ça enlève du risque et moins on communique d'informations, plus les offres sont faibles. Et donc, très souvent, j'entends dire, non, mais j'ai pas envie de communiquer trop d'informations à l'acheteur parce que plus il aura des informations, plus il va poser des questions, etc. Oui, c'est vrai, mais plus vous êtes questions et plus vous avez des informations communiquées, et plus l'offre est élevée. Quand je dis une offre plus élevée, c'est pas une offre qui va être 3, 5 ou 10% plus élevée. On a des cas, la plupart des cas, on augmente le prix de 20%, 50%, 100%, 200%. J'ai encore eu l'exemple récemment. On avait des acheteurs à 20 millions d'euros. Finalement, après avoir communiqué plus d'informations, on a pu vendre la société 85 millions d'euros. Plus de 4 fois plus. Mais ce n'est pas un cas isolé. On a eu le cas récemment. On est passé de 1,9 million à 8 millions d'euros. Et un autre dossier, on est passé de 17 millions à 50 millions d'euros, etc. Donc la valeur de diligence est très intéressante. Elle est très utile. Après, il y a une question de timing. Si on fait ce travail qui va nécessiter plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, trop tôt, eh bien, le temps qu'on aille ensuite analyser, comprendre ces VDD, puis mettre en place quelques directives de recommandation, d'amélioration interne, puis qu'on organise le processus d'appel d'offres compétitif, qu'on contacte les acheteurs, qu'on leur fait signer l'engagement de confidentialité, qu'on leur donne le dossier de présentation, qu'on les rencontre, qu'on on fait les questions-réponses et ensuite qu'on reçoive leur offre, il peut se passer plusieurs mois, parfois même 3 mois, 6 mois, parfois même un an. Et pendant cette année-là, eh bien, la société va changer, va évoluer, peut-être même va augmenter de 5, 10, 20% son chiffre d'affaires, sa rentabilité, ses effectifs. Et donc, tout ce qu'on a mis en place il y a 3 mois, 6 mois, un an, eh bien, l'acheteur va devoir refaire ses audits et c'est parfois de la perte de temps. Donc, c'est intéressant de faire des VDD, pareil, VDD comptable financière, VDD juridique social fiscal, VDD commercial, stratégique, organisationnel, écologique, social gouvernemental, etc., de gouvernance. Mais faire attention de ne pas le faire trop tôt, faire attention que ça prenne pas trop de temps, que ça coûte pas trop cher, c'est des savants équilibres qu'il faut réussir à gérer tout au long de ce processus, lié généralement à une cession d'entreprise, à un LBO, de tout ou partie du capital. Voilà pour la présentation. Alors j'avais une question au début, c'était la TUP. Ben, la TUP, c'est la transmission universelle du patrimoine. C'est donc la fusion de deux entreprises simplifiées quand l'acheteur et la fille possèdent, donc l'acheteur possède 100% de la fille. Donc si vous possédez 100% de la fille, eh bien vous pouvez tout simplement fusionner les deux sociétés. On va donc avoir deux sociétés qui vont devenir une seule société. Donc, vous avez donc un acheteur qui va posséder le vendu. On va donc tout additionner à l'intérieur. On va additionner tout l'actif, on va additionner tout le passif, on va additionner tout le chiffre d'affaires, on va additionner toutes les charges. Donc, on va avoir de deux sociétés, une seule société. Faut faire attention parce qu'on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Si on ne possède pas 100% du capital ou si c'est plus complexe, eh bien, on va pouvoir faire une fusion-absorption ou d'autres types de fusions qui sont plus complexes, qui nécessitent plus de rigueur, plus de documentation juridique, mais il n'y a pas besoin d'audit si on veut faire une TUP. C'est pas obligatoire.